savez suivre. Mais d'abord, je donne la parole à vous, messieurs. Et, il y a un rapporteur qui est nécessaire aussi pour ce débat. Oui, monsieur de Markt, oui. Je cède la parole d'abord à l'ambassadeur et après à monsieur Mbata. In zo'n temps voor expliquer. We hebben vandaag 2 uur. We hebben ook een nieuwe zitting, dus we geven eerst ruim het woord aan de ambassadeur en de vice-president. En daarna zien we wat de mogelijkheden zijn voor een minuutje een vraag te stellen om dan terug het antwoord te kunnen krijgen. Je vous cède la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, la situation dans l'Est de mon pays n'est peut-être comprise sans un aperçu des faits, une description des événements qui s'y déroulent. Ainsi, après mon intervention, je vais laisser la parole à l'honorable député national, M. André Mbata, qui se fera le devoir de me compléter avec quelques éléments factuels en rapport avec le déroulement des événements dans l'Est de la RDC. Madame la Présidente, distingués membres de la Commission de Relations extérieures de la Chambre, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la diligence avec laquelle vous aviez répondu à notre requête. Je tiens à exprimer également notre gratitude envers les membres de la Chambre belge pour l'intérêt et le soutien qu'ils portent à la question congolaise au moment où notre pays s'enfonce dans une crise due à l'irrédentisme et aux embrouilles diplomatiques du Rwanda. Madame la Présidente, membre de la Commission des Relations extérieures de la Chambre, Mesdames et Messieurs, ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain, une violation flagrante des principes fondamentaux du Pacte mondial des Nations Unies et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de la Belgique qu'elle agisse promptement et fermement pour protéger la paix et la sécurité dans la région du Grand Lac au regard du droit international. Madame la Présidente, en ce moment même, alors que je me tiens devant vous, une tragédie d'une gravité inouïe est en train de se dérouler sous vos yeux dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont annoncé avoir pris Goma. En dépit de quelques poches de résistance animées par des compatriotes ici et là dans la ville. Ce succès militaire a été rendu possible, on le sait tous, grâce à l'appui des forces rwandaises qui, le 26 janvier, avaient franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Kizeni, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre intégrité territoriale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, pour protéger nos populations, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, avaient défendu la ville sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne s'est limité pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils ainsi que les humanitaires sont aujourd'hui pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens,
les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous, frères et sœurs, venus pour la paix. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde. Je répète, le monde vous regarde. Il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda, RDF, estimées entre 3 000 et 4 000 hommes et leurs supplétifs du M23, intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques, mesdames et messieurs, aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant les déplacements des millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région, voire sa composition démographique. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant deux humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps des déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire. C'est avec force que nous dénonçons le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais, qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son agression. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps des déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis, qui subissent le même sort que leurs concitoyens face à la violence des forces rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée, mesdames et messieurs, au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage économique orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la République démocratique du Congo et finance les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, dans le territoire de Massissi, une des concessions de coltan les plus productives du monde, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Le 24 janvier 2025, le général-major Sirimwami Kuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il dirigeait les opérations sur la ligne de front. Le 25 janvier 2025, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et un soldat uruguayen ont été tués dans les affrontements avec le M23 soutenu par le Rwanda. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens dans la localité de Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par le RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué, missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars.
Ces violations du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Madame la Présidente, distingués membres de la Commission des Relations extérieures de la Chambre, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été foulé aux pieds, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Ici est de relever que lors de la dernière réunion du 8 décembre 2024 aux Nations Unies, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts de son pays étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, près de 3 mois plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre 2024, le Rwanda a sciemment saboté le sommet, ça je tiens à rappeler aussi, le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence Joao Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier 2025, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi de principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance à son Excellence Joao Lourenço. Ce processus endossé par l'Union africaine demeure dans la République démocratique du Congo. J'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant, je suis toujours député et président de la commission politique, administrative et juridique ou la commission des lois. J'ai à côté de moi l'honorable Mbongani, qui est également membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, notre pays, auprès du Royaume de Belgique, et qui nous a associés à cet exercice. C'est très intéressant. Je vous remercie également, Madame la Présidente, de l'autorisation que vous nous accordez de le compléter. En fait, c'est une bonne jonction de la diplomatie classique et de la diplomatie parlementaire. Et nous avons dans le passé entretenu plusieurs rapports avec des collègues du Parlement belge dans le cadre de cet exercice. La diplomatie parlementaire, en fait, comme députés nous-mêmes, nous l'exerçons comme représentants du peuple et c'est avec plaisir de nous trouver également devant des représentants légitimes du peuple belge dans cette assemblée. Nos deux chambres, nos deux parlements entretiennent de longues relations et il en est de même pour notre pays. Je dois également dire que les derniers mois, la visite de Sa Majesté le Roi dans notre pays avait été un moment fort de renforcement des relations entre nos deux pays, nos deux gouvernements et nos deux peuples. Je m'en vais donc compléter ce qu'a dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est qu'actuellement notre pays vit une situation de plus dure qui est causée par l'agression du Rwanda. Je crois qu'on n'ira pas, on l'a dit à plusieurs reprises nous-mêmes, dans le cadre de l'Union interparlementaire, où nous avons la chance de côtoyer, de discuter avec nos collègues belges. Même au niveau de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons également, et à plusieurs occasions, joui de la solidarité de nos collègues belges et nous osons croire que cette solidarité va se poursuivre davantage. Notre pays est victime de l'agression de la part du Rwanda. Et cela n'est plus un secret pour personne. Il s'agit d'une agression en violation de toutes les règles qui régissent les nations civilisées.
la Charte des Nations Unies est violée, elle qui parle des relations pacifiques entre les États, l'égalité souveraine des États, la coopération, la résolution des conflits par la voie des négociations, l'intégrité territoriale, la souveraineté des États, c'est une norme d'or consignée dans la Charte africaine, dans la Charte des Nations Unies et également dans les instruments régionaux comme l'acte constitutif de l'Union africaine. Donc, cette intrusion, cette présence avérée du Rwanda sur notre sol constitue une agression, une violation systématique du droit international. Et les derniers rapports, tous les rapports des Nations Unies ont confirmé cette présence-là et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a eu à le rappeler. Il n'y a aucune raison. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais réagir parce que la coutume de la maison, c'est que dans un débat d'actualité, le temps de parole des députés n'est pas limité à 2 minutes. Donc je pense qu'en 2 minutes, par rapport à la gravité des faits que nous venons d'entendre, je pense que les députés ne pourront pas s'exprimer correctement. On a déjà eu ce même débat, je pense, lors de l'intervention de l'ambassadrice d'Israël et on avait trouvé une solution. Mais moi, en tout cas, ce sera impossible pour moi et pour mon groupe de m'exprimer en 2 minutes. C'est très difficile, mais on a jusqu'à 2 heures. Donc, monsieur, oui, Boukili. Oui, Madame la Présidente, c'est pour rejoindre ma collègue dans sa requête. 2 minutes, c'est pratiquement impossible pour parler d'un sujet aussi grave. Donc, je vais arrêter de parler pour ne pas perdre plus de temps, mais qu'on ait un peu plus de temps pour parler du fond. Monsieur de Markt. Je vous suggère, Madame la Présidente, de proposer 3 minutes dans un premier round pour essayer d'avoir une sortie et qu'on avance dans la commission. Oui, 3 minutes et par après il faut encore des réponses, donc il faut donner le temps aussi. Ça c'est le plus important, je crois, d'avoir des réponses sur vos questions qui sont spécifiques. Monsieur Boukili. Mais je pense qu'on doit finir à 2 heures parce que nous avons commission à 2h15. Oui. La commission elle est réunie ici maintenant. On peut prendre une décision de retarder la commission à 14h30 ou plus tard et avoir du temps ici pour discuter. Je pense que le sujet mérite attention. Il y a 7 personnes qui sont invitées. On peut continuer jusqu'à 14h15 et voir pour les autres travaux être très court. Et après, il y a 7 personnes qui sont invitées. Donc voilà. Donc 3, maximum 4 minutes par personne. Et je vais intervenir. C'est pas pour moi, mais pour donner le temps à tout le monde. Et aussi le temps pour répondre. Maar in hoeverre wordt de veiligheid van de bevolking vandaag gegarandeerd? Want daar draait het om die bevolking. U heeft het ook even gehad over de uitbreiding van het conflict. Daar had ik graag toch uw inschatting vernomen. Bukavu, komt het onder gevaar? In welke termijn verwacht u dat? In hoeverre is het Congolese leger in staat om zonder bijkomende hulp hier eigenlijk een antwoord te geven op dit offensief? Ziet u enige mogelijkheid van het Congolese leger om Goma op termijn te gaan heroveren? Indien diplomatieke kanalen zouden falen, waar verwacht u dan actieve militaire hulp? U heeft hier daarnet ook gezegd van ja, wij vragen sancties. Bij de Verenigde Naties, de VN-veiligheid. 23, soutenu par le Rwanda, représente une menace à la fois pour la souveraineté nationale, vous l'avez dit, mais aussi pour la sécurité de millions de civils. De son côté, l'ONU indique cette nuit s'inquiéter d'attaques sur des bases ethniques. Alors oui, vous avez raison, une tragédie inouïe se déroule sous nos yeux, depuis d'ailleurs trop longtemps. Il est donc plus qu'urgent d'agir face à cette situation explosive. La communauté internationale ne peut plus attendre et comme je l'ai déjà répété ces derniers mois, l'Est du Congo n'est pas à vendre. Alors j'aimerais donc vous poser quelques questions supplémentaires. Tout d'abord, le report du sommet tripartite sur la paix et la sécurité. Paul Kagame exigeait sans succès un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. S'en est suivi la violation du cessez-le-feu. Pourtant, quelques semaines plus tôt, l'engagement avait été pris par la RDC de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda
et par le Rwanda de retirer ses forces de la RDC. On a donc un sentiment de grand gâchis qui m'amène à ma première question. Est-il pour vous véritablement et définitivement exclu dans cette crise de dialoguer directement avec le M23 sur le plan politique? Les forces du M23 se sont dotées d'une aile politique, l'Alliance Fleuve Congo. Y a-t-il des contacts, ne fût-ce que souterrains, avec Kinshasa? Et au-delà du M23, il y a la présence des Allied Defense Forces venus d'Ouganda et qui continuent de faire de nombreuses victimes civiles. Pouvez-vous nous dire quel est leur rôle dans cette crise? Alors, plusieurs analyses, vous avez détaillé longuement les avancées militaires de l'armée rwandaise sur le territoire souverain de la RDC. Plusieurs analyses mettent en avant les difficultés structurelles de l'armée congolaise, à savoir un manque de coordination, de moyens, une corruption endémique, il faut le dire. Comment le gouvernement prévoit-il de renforcer l'efficacité des FARDC et face à des groupes rebelles bien organisés? Qu'en est-il des troupes de la communauté des États de l'Afrique australe et de la MONUSCO? Comment les Congolais aussi vivent-ils sur le terrain ces avancées militaires, notamment à Bukavu, la grande ville du sud Kivu? Vous appelez à agir de façon décisive et immédiate avec une série de demandes très précises qu'on a bien entendues. Doit-on craindre, selon vous, une progression vers Kinshasa? Le peuple congolais est-il prêt à contrer cette progression? Parce qu'il semble, il faut le dire, lassé de la guerre et désespéré de ses autorités politiques. Félix Tshisekedi doit s'adresser à ses concitoyens dans les heures qui viennent. Un plan de sortie de crise sera dévoilé également par Vital Kamerhe. Avez-vous des éléments qui seront divulgués à notre intention? La Belgique, par la voix du ministre des Affaires étrangères, M. Quintin, a rappelé l'impératif du respect de l'intégrité territoriale de la RDC et condamné les atteintes au droit international. Néanmoins, des voix s'élèvent et vos voix s'élèvent aussi pour souligner un manque de volonté politique et de moyens concrets de la part de l'Union européenne. Quelles sont aujourd'hui vos attentes précises concernant la médiation qui doit se tenir d'urgence? Alors, j'ai évidemment toute une longue série de questions à vous poser, Madame la Présidente. Nous n'avons pas beaucoup le temps ici, mais je vais donc synthétiser. Je pense en effet que la Turquie a un rôle qu'il faut évaluer aujourd'hui dans votre pays. Vous l'avez évoqué de manière très succincte, mais il me semble que ça mériterait davantage d'explications. Et puis, pouvez-vous nous dire plus sur l'accord économique entre Washington et Kinshasa et comment envisagez-vous le retour de Trump au pouvoir en ce qui concerne le lien entre vos deux pays? Dernière question, le Burundi aurait accepté de déployer entre 18 000 et 20 000 soldats en territoire congolais afin de bloquer une éventuelle descente du M23 sur le sud Kivu, moyennant une forte contribution financière. Le chiffre de 60 millions de dollars a été cité. Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations entre vos deux pays? Et puis pour conclure, vous avez dit le monde vous regarde, vous avez raison, et le silence en effet n'est pas une option. Nous avons bien pris note de vos demandes précises adressées au gouvernement belge, demandes que nous allons relayer avec vigueur, vous pouvez en être sûr, car oui, il ne peut y avoir de double standard dans le respect du droit international. Je vous remercie. Merci. Longtemps. Madame Muchebeli. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre célérité quand le groupe PS vous a demandé d'organiser cette rencontre avec l'ambassadeur. Et nous l'avons fait dans un délai qui était très bref. Je vous en remercie. Avant de commencer, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues députés, je souhaite de tout mon cœur présenter mes condoléances au peuple congolais, à son président, suite au décès du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu qui a été tué en héros, arme à la main pour protéger l'intégrité de son pays face au M23. Je voudrais également adresser mes condoléances aux familles des civils assassinés depuis le début de cette crise et aux familles des trop nombreux militaires des FARDC de la MONUSCO qui ont été tués en ayant défendu la RDC. Toutes ces personnes ne méritent pas de mourir pour satisfaire la cupidité du président Kagame. Tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que cette situation a été décriée par le Congo depuis 3 ans. Je voudrais vous rassurer que sous la législature précédente, le groupe PS avait déjà introduit un texte par rapport au Congo et sur cette législature, au mois d'octobre également, nous avons introduit une résolution qui va bientôt passer au vote. Alors que la situation en RDC était déjà particulièrement grave avec la guerre menée par le M23 aux côtés de leurs alliés rwandais, la probable perte de Goma cette semaine marque un tournant dramatique à la crise de la RDC. Plus de 7 millions de déplacés, dont 400 000 depuis le mois de janvier, selon l'ONU. Cette crise humanitaire sans précédent ne peut désormais que s'empirer avec l'attaque de Goma. On estime à 3 millions d'habitants, les personnes qui y vivent, et on y ajoute 700 000 réfugiés.
Et le risque d'escalade régionale est désormais bien réel, alors que cette crise porte la marque coupable du Rwanda et de son président Paul Kagame. Et pendant ce temps, l'Union européenne continue de coopérer avec le Rwanda, tandis que les minerais congolais sont pillés et revendus au nord et que des casques bleus sont tués. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux violences inouïes qui frappent la RDC. Il est grand temps que la Belgique prenne une position claire et ambitieuse et joue un rôle actif dans la résolution de cette crise. Une réponse humanitaire et diplomatique urgente est nécessaire. La paix doit être rétablie en RDC et les crimes doivent cesser. Pour moi et pour le groupe socialiste, plusieurs choses sont claires. Le rôle du Rwanda dans cette crise est évident. Malgré les dénégations de son président Paul Kagame concernant son soutien actif au M23. La Belgique doit agir diplomatiquement pour que le Rwanda cesse de soutenir militairement et financièrement le M23. Il est crucial de faire pression sur le régime de Kigali en imposant des sanctions sévères, comme un embargo sur les ressources naturelles critiques vendues par le Rwanda. Je regrette profondément que ces sanctions n'aient toujours pas été prises. Le monde a été rapide pour sanctionner le régime de Poutine suite à son horrible invasion, mais reste honteusement silencieux face au régime criminel de Kagame. La Belgique, l'Union européenne et l'ONU doivent enfin prendre leurs responsabilités et mon groupe déplore ces 2 poids 2 mesures. De plus, la Belgique doit agir au niveau européen pour mettre fin au soutien militaire que l'Union européenne apporte au Rwanda et suspendre l'accord de coopération sur les matières critiques entre les 2 parties tant que le Rwanda continue à soutenir le M23. Par ailleurs, il est essentiel d'insister sur l'augmentation et l'amélioration de l'aide humanitaire en RDC. L'annonce hier de la Commission européenne d'allouer 60 millions supplémentaires à l'aide humanitaire est donc un pas dans la bonne direction. Ensuite, la Belgique doit condamner fermement les crimes perpétrés par le M23 et les forces rwandaises et appeler les rebelles à déposer leurs armes tout en respectant le droit international. La Belgique doit prendre ses responsabilités en organisant un plan concret et ambitieux pour acheminer l'aide humanitaire et assurer l'évacuation des civils. Les moyens nécessaires doivent être mobilisés sans délai et sans restreinte. Il faut une obligation de transparence sur les ventes d'armes au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par des États membres ou entités privées. Cela garantirait que ces armes ne soient pas utilisées par les équipes du M23. Les citoyens belges et les collaborateurs des ONG belges sont présents à Goma. Il est impératif que le gouvernement assure leur protection ou leur évacuation urgente. Les violences sexuelles subies par les femmes, y compris mineures, étant systématiques et terribles, un plan spécifique doit être développé pour protéger les victimes de ces crimes commis par les soldats. Nous présentons toute notre solidarité aux victimes de ces agressions sexuelles. Enfin, des discussions doivent être menées au niveau européen pour établir un envoyé spécial de l'Union européenne dans la région afin de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et contribuer à la résolution de cette crise. Pour conclure, il est important que la Belgique ordonne au M23 et au Rwanda de déposer les armes et qu'il cesse son soutien au M23. L'intérêt économique est la raison principale de cette ingérence. Une pression économique et diplomatique pourrait donc apporter une solution à cette crise. En attendant, il est urgent que la Belgique et la scène internationale ouvrent enfin les yeux sur la gravité de la situation et apportent une aide adaptée et urgente. Nos iPhones, nos voitures électriques ne peuvent pas continuer à être recouvertes par le sang des Congolais. Il est temps pour notre pays et pour l'Union européenne de prendre nos responsabilités. Je tiens à insister sur le fait que le Parti socialiste présente toute sa solidarité à la RDC et aux victimes. Enfin, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous demander votre opinion sur plusieurs choses. Mon groupe et moi partageons votre avis sur la pression que la Belgique doit appliquer sur le Rwanda au niveau bilatéral, mais aussi au niveau européen. Il est urgent de mettre fin à l'aide militaire et économique qui participe au pillage et au meurtre en RDC. Avez-vous également des besoins urgents, matériels, humanitaires? Que peut faire la Belgique et la communauté européenne pour soutenir l'effort de la RDC pour protéger sa population?
Quel est votre avis sur les méthodes utilisées dans le commerce EU-Rwanda sur la traçabilité des matières premières? Le Rwanda ne produit pas de minerais et pourtant en vend une grande partie aux pays de l'Union européenne. Êtes-vous d'avis que cette méthode de traçabilité ne fonctionne donc pas et participe au pillage des ressources de la RDC? Et enfin, vous le savez, les agressions sexuelles sont utilisées systématiquement comme méthode de guerre par les rebelles. Savez-vous ce que font les autorités congolaises pour... Merci. Cette action coordonnée vise à dénoncer les violences qui frappent cette région depuis plus de 2 décennies, aggravées aujourd'hui par l'offensive du groupe armé M23 et l'implication militaire du Rwanda. Rwanda, sans Kagame, n'est pas ce Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Car les Africains ont la capacité de se parler, ont la capacité de vivre ensemble, mais cet homme, pour qui on déverse de l'argent dans ce pays, cet homme ne connaît pas le vivre ensemble. Je l'avais déjà dit, je le répète, 3 seules tribus qui n'appartiennent pas au Congo, centre de chiffres, pas de vivre ensemble. Mais on accorde au Rwanda des dizaines, peut-être des centaines, des millions d'euros pour aller faire le gendarme en Afrique. Quels sont ces Africains qui accepteraient ça? Nous semblons ignorer ici, en Occident, que l'africanisme est une réalité. La souffrance, elle est commune. Alors, nous disons ceci, les résolutions des députés engagés appellent à une mobilisation internationale renforcée et des actions concrètes pour répondre à cette crise. Condamnation des violations. Le texte condamne fermement les agressions du M23 ainsi que le soutien militaire du Rwanda en violation du droit international et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Aussi, la nécessité d'une action urgente dans les Nations Unies. La résolution demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'adoption éventuelle de mesures basées sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies permettant des interventions pour restaurer la paix. Troisièmement, soutien aux acteurs sur le terrain. Un appel est lancé pour intensifier le soutien humanitaire aux populations déplacées, soutenir la MONUSCO et les forces régionales et réactiver les initiatives de paix, comme le processus de Luanda. Quatrièmement, sanctions ciblées. La résolution demande à l'Union européenne d'imposer des sanctions renforcées contre les responsables du soutien militaire au M23, y compris le Rwanda, et de suspendre les accords commerciaux avec ce pays tant que ces violations résistent. Merci Madame la Présidente. On aurait pu parler plus longtemps. Par un groupe armé qui agit sous le regard complaisant de la puissance de la région. Révolté aussi par l'hypocrisie de ceux qui se drapent dans des grands discours sur la paix tout en fermant les yeux sur des crimes par calcul politique et par intérêt économique. Et pourtant, que fait la communauté internationale? Pas grand-chose jusqu'à présent. En tant qu'écologistes, nous défendons le droit international et la souveraineté des peuples. Nous ne pouvons accepter que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité soient perpétrés en toute impunité. Nous ne pouvons rester silencieux face au rôle joué par le Rwanda dans cette tragédie, un rôle qui a été d'ailleurs documenté par de nombreux rapports internationaux. Le M23, soutenu par le Rwanda, s'empare de Goma en violation totale du droit international. Et que fait l'Europe? Rien. Ou plutôt, elle applique des sanctions contre la Russie pour l'Ukraine, mais continue de financer indirectement un régime qui alimente la guerre en République démocratique du Congo.
Cette indignation sélective, et certains de mes collègues l'ont souligné, est insupportable. Malheureusement, on l'avait déjà vu, cette indignation sélective, lors d'autres violations du droit international, comme récemment à Gaza, pour ne pas citer ce cas. Pour nous, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas une exception. Si nous sommes capables d'imposer des sanctions massives contre Moscou, alors nous devons pouvoir faire de même contre Kigali. Face à cette catastrophe humanitaire et sécuritaire, nous attendons de la Belgique bien plus que des déclarations de principe. Nous exigeons des actes forts, des actes immédiats. J'interrogerai d'ailleurs demain le ministre des Affaires étrangères en relayant vos demandes qui étaient extrêmement claires. Nous demandons en tant qu'écolo que la Belgique et l'Union européenne prennent des mesures fermes et immédiates. Et donc, Écolo demande des sanctions ciblées contre les dirigeants rwandais qui sont impliqués dans cette guerre, comme l'a fait l'Allemagne en suspendant sa coopération avec Kigali. Nous demandons un embargo total sur les minerais de sang. Il est inadmissible que l'Europe continue d'importer des minerais dits, entre guillemets, rwandais, qui sont en réalité pillés à l'est du Congo par des groupes armés, vous l'avez d'ailleurs rappelé. Une aide humanitaire d'urgence, des millions de personnes déplacées, des camps de réfugiés bombardés, des femmes et des enfants victimes d'atrocités. À quand une réponse humanitaire digne de ce nom? Une mobilisation au Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer un embargo sur les armes destinées aux groupes armés et mettre en place une force d'interposition crédible. Et puis la justice internationale. Nous soutenons pleinement les appels de la société civile congolaise pour la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Vos demandes envers la Belgique ont été très clairement formulées et nous vous en remercions. Nous soutenons vos revendications, je l'ai dit, et j'interrogerai et je les relayerai demain au ministre des Affaires étrangères. Et nous allons à un pas plus loin en disant que la Belgique doit suspendre toute collaboration diplomatique avec le Rwanda. Nous avons vu que l'Allemagne a déjà suspendu sa collaboration diplomatique et militaire. La France et les États-Unis ont fait part de leur inquiétude. Malheureusement, la Belgique reste trop timide sur ce plan-là. L'heure aujourd'hui n'est plus à la demi-mesure, vous l'avez rappelé. Nous demandons que la Belgique, pays qui a une responsabilité d'ailleurs historique vis-à-vis du Congo, prenne enfin ses responsabilités et impose des sanctions contre le Rwanda. Alors, monsieur l'ambassadeur, honorables collègues, nous vous assurons notre solidarité totale avec le peuple congolais. Nous ferons tout pour que vos revendications soient rencontrées. J'ai quelques questions, même si certaines ont déjà été évoquées par les collègues. Au niveau international, est-ce que vous soutenez une suspension également immédiate de tout soutien budgétaire et militaire au Rwanda? Et est-ce que pour vous, la Belgique doit revoir sa coopération avec la République démocratique du Congo? Alors j'ai plein d'autres questions, mais je vais me limiter ici pour permettre le débat. Je vous remercie. Dank u wel daarvoor. Donc je donne la parole à Monsieur de Smet. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Excellences, Messieurs les députés. Merci d'abord aux honorables membres de la délégation congolaise d'être venus et d'être venus si rapidement. Je voudrais, comme mes collègues, exprimer mes condoléances et mes pensées au peuple congolais, à toutes les victimes de ce conflit, en particulier les victimes civiles. Je pense évidemment aux femmes. Le viol est devenu une arme de guerre, ça a été dit par vous et par mes collègues, il faut le répéter. Je pense aussi aux enfants qui ne sont pas épargnés dans ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps et qui est très éloigné des radars de la communauté internationale, malgré les coups de projecteurs régulièrement lancés par plusieurs d'entre nous, tous partis confondus. Vous nous avez adressé des demandes très claires, qui nous revient maintenant de faire pression sur le gouvernement pour qu'il soit donné suite, en espérant de préférence qu'un gouvernement de plein exercice soit mis en place en Belgique. Bien entendu, et vous l'avez dit, la réponse humanitaire ne peut pas et ne peut plus suffire. J'ai néanmoins des questions sur l'aspect humanitaire parce que... Par un groupe armé qui agit sous le regard complaisant de la puissance de la région. Révolté aussi par l'hypocrisie de ceux qui se drapent dans des grands discours sur la paix tout en fermant les yeux sur des crimes par calcul politique et par intérêt économique. Et pourtant, que fait la communauté internationale? Pas grand-chose jusqu'à présent. En tant qu'écologistes, nous défendons le droit international et la souveraineté des peuples. Nous ne pouvons accepter que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité soient perpétrés en toute impunité. Nous ne pouvons rester silencieux face au rôle joué par le Rwanda dans cette tragédie, un rôle qui a été d'ailleurs documenté par de nombreux rapports internationaux. Le M23, soutenu par le Rwanda, s'empare de Goma en violation totale du droit international. Et que fait l'Europe? Rien. Ou plutôt, elle applique des sanctions contre la Russie pour l'Ukraine, mais continue de financer indirectement un régime qui alimente la guerre en République démocratique du Congo. Cette indignation sélective, et certains de mes collègues l'ont souligné, est insupportable. Malheureusement, on l'avait déjà vu, cette indignation sélective, lors d'autres violations du droit international, comme récemment à Gaza, pour ne pas citer ce cas.
Pour nous, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas une exception. Si nous sommes capables d'imposer des sanctions massives contre Moscou, alors nous devons pouvoir faire de même contre Kigali. Face à cette catastrophe humanitaire et sécuritaire, nous attendons de la Belgique bien plus que des déclarations de principe. Nous exigeons des actes forts, des actes immédiats. J'interrogerai d'ailleurs demain le ministre des Affaires étrangères en relayant vos demandes qui étaient extrêmement claires. Nous demandons en tant qu'écolo que la Belgique et l'Union européenne prennent des mesures fermes et immédiates. Et donc, écolo demande des sanctions ciblées contre les dirigeants rwandais qui sont impliqués dans cette guerre, comme l'a fait l'Allemagne en suspendant sa coopération avec Kigali. Nous demandons un embargo total sur les minerais de sang. Il est inadmissible que l'Europe continue d'importer des minerais dits, entre guillemets, rwandais, qui sont en réalité pillés à l'est du Congo par des groupes armés, vous l'avez d'ailleurs rappelé. Une aide humanitaire d'urgence, des millions de personnes déplacées, des camps de réfugiés bombardés, des femmes et des enfants victimes d'atrocités. À quand une réponse humanitaire digne de ce nom? Une mobilisation au Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer un embargo sur les armes destinées aux groupes armés et mettre en place une force d'interposition crédible. Et puis la justice internationale. Nous soutenons pleinement les appels de la société civile congolaise pour la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Vos demandes envers la Belgique ont été très clairement formulées et nous vous en remercions. Nous soutenons vos revendications, je l'ai dit, et j'interrogerai et je les relayerai demain au ministre des Affaires étrangères. Et nous allons un pas plus loin en disant que la Belgique doit suspendre toute collaboration diplomatique avec le Rwanda. Nous avons vu que l'Allemagne a déjà suspendu sa collaboration diplomatique et militaire. La France et les États-Unis ont fait part de leur inquiétude. Malheureusement, la Belgique reste trop timide sur ce plan-là. L'heure aujourd'hui n'est plus à la demi-mesure, vous l'avez rappelé. Nous demandons que la Belgique, pays qui a une responsabilité d'ailleurs historique vis-à-vis du Congo, prenne enfin ses responsabilités et impose des sanctions contre le Rwanda. Alors, monsieur l'ambassadeur, honorables collègues, nous vous assurons notre solidarité totale avec le peuple congolais. Nous ferons tout pour que vos revendications soient rencontrées. J'ai quelques questions, même si certaines ont déjà été évoquées par les collègues. Au niveau international, est-ce que vous soutenez une suspension également immédiate de tout soutien budgétaire et militaire au Rwanda? Et est-ce que pour vous, la Belgique doit revoir sa coopération avec la République démocratique du Congo? Alors j'ai plein d'autres questions, mais je vais me limiter ici pour permettre le débat. Je vous remercie. Dank u wel daarvoor. Je donne la parole à monsieur de Smet. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Excellences, Messieurs les députés, merci d'abord aux honorables membres de la délégation congolaise d'être venus si rapidement. Je voudrais, comme mes collègues, exprimer mes condoléances et mes pensées au peuple congolais, à toutes les victimes de ce conflit, en particulier les victimes civiles. Je pense évidemment aux femmes. Le viol est devenu une arme de guerre, ça a été dit par vous et par mes collègues, il faut le répéter. Je pense aussi aux enfants qui ne sont pas épargnés dans ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps et qui est très éloigné des radars de la communauté internationale, malgré les coups de projecteurs régulièrement lancés par plusieurs d'entre nous, tous partis confondus. Vous nous avez adressé des demandes très claires, qui nous revient maintenant de faire pression sur le gouvernement pour qu'il soit donné suite, en espérant de préférence qu'un gouvernement de plein exercice soit mis en place en Belgique. Bien entendu, et vous l'avez dit, la réponse humanitaire ne peut pas et ne peut plus suffire. J'ai néanmoins des questions sur l'aspect humanitaire parce que... Compléter. J'essaie de regrouper les questions en plusieurs thématiques. Donc, il y a eu des questions humanitaires, des questions militaires, des questions sur l'embargo, des sanctions, les attaques de l'ambassade, les cas Wondo, question de la traçabilité, la question de présence de FDR, les questions de la MONUSCO, le processus de Luanda et de Nairobi, et qu'attend-on de la Belgique? Qu'est-ce que la Belgique peut faire plus? Sur le plan, la question qui a été posée, notamment question humanitaire, y compris les sorts des une quarantaine de Belges encore présents, les femmes et les enfants aussi. Cette question peut être abordée sous deux axes. D'abord, à court terme, qu'est-ce qu'il faut? À court terme, il faut des corridors humanitaires pour avoir accès aux victimes, les femmes, les enfants et les blessés. Ça, c'est urgent. Et c'est là où je demande aussi à la Belgique de s'impliquer pour que
qu'on puisse avoir accès pour pouvoir bénéficier, au fait, ouvrir des corridors humanitaires. À long terme, bien entendu, à part le corridor humanitaire, il faut aussi l'accès à l'aéroport de Goma, parce que maintenant, l'aéroport de Goma est inaccessible. Il faut qu'on puisse permettre au personnel humanitaire de pouvoir accéder via l'aéroport de Goma aux personnes sinistrées. À long terme, ça c'est le deuxième axe, il faut la cessation des hostilités. Tant qu'il y aura des conflits, les crises humanitaires, humaines, ne pourront que persister. Parce que le droit humanitaire international est violé. Il faut absolument qu'il y ait cessation des hostilités. Et pour cela, et je le demandais, je le redis, faire pression au Rwanda pour qu'il cesse le soutien au M23. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à la question de la traçabilité. Oui, il faut une traçabilité, on est tous d'accord. Parce que l'argument fondamental qui a été mis en avant lorsque l'Union européenne a signé ces MOU avec le Rwanda, l'argument fondamental était celui-ci que ça va nous permettre d'appliquer, d'effectuer une traçabilité, de faire le suivi de ces minerais qui sortent du Rwanda. Oui, on est tous d'accord. Et la position de la République démocratique du Congo, c'est qu'on veut une traçabilité, mais une traçabilité non pas à partir des entrepôts de Kigali, mais une traçabilité à la source, donc à partir de mines. Donc voilà la position concernant la traçabilité. On est d'accord, on est tous d'accord, parce que c'est le point de convergence, mais on demande qu'il y ait une traçabilité à la source à partir de mines. Et je vous demanderai de soutenir cette position pour permettre de garantir et assurer aussi l'efficacité de cette traçabilité. Il y a aussi la question que je notais ici par rapport aux attaques des ambassades à Kinshasa. Je tiens ici à souligner que la République démocratique du Congo condamne fermement et déplore ces attaques. Il y a eu des déploiements et le renforcement même du dispositif pour établir, comme vous l'avez constaté, l'ordre dans les zones concernées. Le ministère des Affaires étrangères va entrer en contact avec les différentes ambassades afin d'évaluer les dégâts qui ont été causés par les manifestants. Et je tiens à le signaler aussi qu'il ne s'agit en aucun cas, et ça c'est important, en aucun cas, d'une attaque contre les Belges, les Français, les Américains. Mais ces attaques découlent non seulement d'une frustration de la part de la population, mais aussi d'une perception d'une inaction de la communauté internationale face à ce drame qui se déroule en République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais un des facteurs explicatifs de ce qui s'est passé hier dans les rues de Kinshasa. Comme j'ai dit, la RDC, la République démocratique du Congo, s'engage à respecter les règles en vigueur, selon les conventions de Vienne, pour protéger les personnels diplomatiques ainsi que les bâtiments qui abritent les ambassades. Congolais, à vous remercier très sincèrement pour cet élan de solidarité que nous avons constaté au niveau de la Chambre. Vos messages de solidarité, cela va tout droit au cœur et nous allons bien le dire lorsque nous rentrons dans notre pays que nous avons au moins cette solidarité-là de nos collègues les parlementaires belges. Et plusieurs questions effectivement ont été posées. D'autres pourront trouver des réponses plus tard puisque nous sommes dans un exercice presque permanent. Je vois des collègues avec qui on est engagés dans la diplomatie parlementaire. Vous-même, Madame la Présidente, vous étiez à Kinshasa, donc le contact avec nos collègues belges reste tout aussi permanent. Parce que pour nous,
la Belgique, c'est un partenaire privilégié, et très privilégié même. Je m'en vais répondre à quelques questions. Au niveau du Parlement, nous n'allons pas tolérer de perdre un seul centimètre carré de l'espace national de la RDC. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut aussi que nos collègues de l'extérieur comprennent que ce qui se fait au Rwanda n'est pas soutenable. It is not sustainable. Vous avez 15 millions d'habitants face à 150 millions d'habitants. Ça va durer combien de temps? Ce n'est pas possible, même pour ceux qui soutiennent le Rwanda aujourd'hui. Parce qu'il faut massacrer tous les Congolais pour leur imposer un nouveau colonialisme. Ce n'est pas possible. Et déjà au Rwanda, Kagame lui-même, les Hutus sont exclus. Les Toits sont exclus. Donc il nous faut vraiment mettre fin à cette situation-là. Ce n'est pas, nous n'allons permettre aucune perte d'un centimètre carré du territoire congolais. Bukavu est menacé bien sûr, mais nous allons nous battre pour le sauvegarder. Et Goma, ce qui se passe à Goma, ce n'est qu'une affaire de jours. Parce que le peuple congolais qui est là-bas ne peut pas tolérer. Et là, ce que nous pouvons demander, comment est-ce qu'on peut envoyer de l'aide? Mais nous, les Belges qui sont au Congo sont chez eux. Il y en a qui ne veulent même pas revenir. Ils sont chez eux depuis des années. Et nous-mêmes, même quand des événements s'est passé hier, j'étais en contact avec l'ambassadeur de Belgique. Sur les mêmes questions, il dit, Excellence, Madame l'ambassadeur, l'appel au calme sera lancé, votre sécurité est garantie, et nous ne voyons même pas, nous, au niveau du Parlement congolais, pourquoi on devait rappeler Madame l'ambassadrice de Belgique. Non. Au contraire, nous pouvons nous attendre à ce qu'on rappelle, la Belgique rappelle son ambassadeur à Kigali. Parce que le roi, quand il était là, c'était un discours fort dans lequel nous avons cru. Le discours de Sa Majesté le roi, accompagné d'ailleurs du Premier ministre, une visite exceptionnelle et historique, où vous voyez le roi et le Premier ministre en visite dans un pays au même moment. Nous nous attendions plutôt au rappel de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kigali. Et ce qui vient de l'Allemagne, c'est justement, nous attendons ça d'abord de la Belgique, compte tenu des relations historiques qui nous unissent. La coupure des relations, nous attendons ça de la part de la Belgique, qui l'a déjà exprimé verbalement à plusieurs reprises et qui ne reste plus à passer à l'action. L'aide militaire, effectivement, la Belgique contribue. Les éléments
avons beaucoup d'enfants qui ont aussi débat ici. On peut faire passer ça ici, dans d'autres moyens. Donc, on ne donnera rien et on a demandé à la Belgique, autant qu'elle a rappelé sur l'ambassadeur au Congo, qui n'a rien fait, qu'il rappelle ici l'ambassadeur au Rwanda. Donc, il y a deux procédures. Donc, entre-temps, nous avons compris, comme notre ministre des Affaires étrangères l'a dit à New York, si l'ONU et toutes les instances internationales ne résolvent rien, la rue va se prendre en charge et c'est déjà parti. Voilà. Va soutenir 15 millions de Rwandais pour avoir 150 millions pour avoir surtout. Nous avons respecté le droit international. Aucun centimètre, je suis content qu'ambassadeur a rappelé à moi, aucun centimètre, il y a territoire congolais sur les 2 347 410 km² de Rokini. Il y a mis Bali. Tozo y a na ONU pour tout le monde. Mais il y a une solution ça c'est 110 millions qui sont en charge. Donc on a fait un rasage. Mais dans les Congolais, vous êtes calme, mais tout ça déjà côté. Mais pour la trois francs, on a évité ça aux même accord nanga. Nous avons un franc moko. Na kati ya goma franc moko to compter li bango na ngambu. Et deuxième franc na bengango. Ba M23 ba permis na chef de l'État. M23 bango te. Ba M23 te ba Rwandais. Ba Rwandais. Mais bango moko te. O ba permis na chef de l'État. On a pesa 3 francs. So yebi bango tangi ba Congo nenga na sala. Tanga ba Congo. Tanga ba Congo so bangani. Il faut que ça la liste pour tanga bango. Voilà. La liste pour nommer bango. Kala mingi to tanga ba Congo na bango. To tanga ba Congo na bango. Tanga Congo. Il faut que énumérer bango moko. Merci. Ouais. Expliquer la situation au niveau de condamnation et non l'action de Salama. Vraiment, merci beaucoup. Alors, ma politicien belge de tout comment je passe à la vraiment félicitations. Même pas un mot, mais c'est l'ambassadeur. Même pas un mot. Merci beaucoup. En tout cas, je suis fier. Merci beaucoup. On est venu. J'étais à la hauteur. Oui, vraiment.